Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties livresques du mois d'octobre. Comme tous les mois, je vous présente une petite sélection. Et on est au mois d'octobre, donc la rentrée littéraire est passée certes, mais il y a encore beaucoup de sorties, donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, je commence par les suites de saga. Le premier qui me vient en tête, c'est le tome 3 des Mémoires de la forêt aux éditions École des loisirs, de Michael Brun-Armand, qui sortira du coup au cours de ce mois-ci. Au vu du succès du premier et du deuxième tome, je pense que beaucoup de gens seront très très contents de cette sortie. Ensuite, je vous en parle parce que je vous ai parlé des tomes précédents, mais je n'ai toujours pas lu un livre de la saga, je ne sais toujours pas de quoi ça parle. C'est le tome 6 des Loups du millénaire de Sapir Angelard. Je crois que c'est aux éditions Hugo Roman. Sortira aussi au mois d'octobre. J'ai l'impression que le tome 5 est sorti il y a littéralement 2 mois. On reste dans la réécriture de contes avec une réécriture du conte du roi Midas, puisque c'est le tome 4 si je ne me trompe pas, de la saga d'Oren de Raven Kennedy qui sortira aux éditions Hugo Roman. Et enfin la dernière suite dont je voulais vous parler, c'est le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, si je ne me trompe pas, qui sortira aussi ce mois-ci. Il me semble vous avoir dit que c'était la dernière suite dont je vous parlais, mais en fait pas du tout, parce que de noter j'en ai encore plein. Il y a notamment le tome 4 du Lys de Feu de... Alors attendez, parce que là je veux pas me planter au niveau du nom. Jacqueline Benson qui sortira au cours de ce mois. Une autre saga que pour le coup j'ai dans ma pile à lire, enfin du moins le tome 1 est dans ma pile à lire et donc ça va motiver à le sortir, c'est Le Royaume des damnés. Donc le tome 2 sortira aussi ce mois-ci aux éditions de Saxus. Donc ça me laisse pas beaucoup de temps pour me décider si je prends la version reliée ou pas. Et enfin, cette fois vraiment, c'est la dernière, c'est une série à rallonge puisque il y a au moins 8 tomes qui existent déjà, plus ou moins, puisque c'est The Mortal Instruments, mais la version Les Dernières Heures qui voit son tome 3 sortir ce mois-ci. J'ai toujours pas lu le tome 1 de la version principale, enfin de la saga principale, donc autant vous dire que celui-là, si je le lis, c'est dans très 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 longtemps. Le premier tome dont je vais vous parler, c'est de la fantasy. C'est Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova aux éditions Big Bang. Dans ce monde, il y a les humains et les elfes. Les elfes, quand ils viennent chez les humains, c'est pour deux raisons. Soit c'est pour venir chercher une épouse, soit c'est pour tuer. Dans les deux cas, c'est pas très très bon signe en fait. Les humains, il y a 3000 ans de cela, en fait, étaient chassés par des créatures qui maîtrisaient la magie. Donc un traité a été signé pour les protéger. Une barrière magique a été érigée entre les différents mondes pour que ces créatures ne viennent pas chez les humains. Pour honorer le traité, les humains se sont engagés à tous les 100 ans donner une des leurs aux elfes pour qu'elles deviennent l'épouse du roi elfe. Donc autant vous dire que si vous êtes choisi, c'est pas très bien pour vous puisque vous vous engagez à aller vivre chez les elfes, ne jamais revenir chez vous, tout quitter. Notre héroïne, lui, est là à 19 ans et est bien contente d'avoir échappé à cette... pas malédiction parce que c'en est pas une, mais à ce devoir en fait, puisqu'elle fait des études d'herboristerie, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, un truc qui vraiment n'a rien à voir. Mais un jour, le roi elfe vient la chercher elle, et donc elle n'a pas d'autre choix que d'aller vivre avec ce dernier. Et elle va se rendre compte que potentiellement, elle va avoir comme devoir non seulement de vivre avec lui, mais aussi de sauver son peuple. Ensuite, vous me connaissez, ça part sur du thriller avec Sa dernière nuit de Malin Stein, j'espère ne pas me tromper, aux éditions Hauteville. Dans ce roman, disons qu'il porte bien son nom, puisque ça se passe une nuit, où Jennifer va à sa première soirée toute seule pour fêter le nouvel an. Pendant ce temps-là, ses parents, eux, vont faire la fête avec un autre couple d'amis, parce que c'est la tradition et qu'ils n'ont pas trop le choix. Elle va à sa fête toute seule et le lendemain ses parents se réveillent après une soirée très très alcoolisée et se rendent compte que Jennifer n'est juste pas rentrée en fait. Donc potentiellement sa première nuit toute seule est aussi la dernière. Ensuite on passe dans du roman historique avec Le Diamant d'Odessa de Kate Quinn. Dans ce roman on suit notre héroïne, je ne me rappelle plus de son prénom mais c'est pas très très grave, qui en fait est une bibliothécaire qui travaille en Ukraine, à Kiev il me semble. Qui vit sa vie tranquillement, mais un jour tout va changer puisque un certain moustachu est arrivé au pouvoir. Je ne sais toujours pas si je dois dire son nom ou pas, donc par mesure de sécurité je vais l'appeler le moustachu. Et donc notre héroïne est envoyée au front, où elle va devenir une chasseuse tout pareil, mot interdit je pense. On la surnomme d'ailleurs Lady Death,
pour vous dire qu'elle est très efficace. Au bout de 300 victimes, on la considère un peu comme une star, faut dire, et donc elle est envoyée aux États-Unis pour montrer ce qu'elle a pu faire. Vraiment, elle est érigée en star en fait. Elle va y faire une tournée où elle va rencontrer Eleanor Roosevelt avec qui elle va se lier d'amitié. Elle va aussi rencontrer un tireur d'élite avec qui elle va avoir une potentielle parenthèse de bonheur. Mais un de ses rivales du passé va ressurgir et elle va devoir combattre ses propres démons et éclater cette bulle de bonheur. Fait intéressant, cette histoire est tirée d'une histoire vraie, celle de Mila Pavlichenko. Ensuite, un livre que personnellement je ne lirai pas, mais pour votre information, il sortira au mois d'août, c'est un conte interdit qui sortira, écrit par Jérôme Rousseau. Et cette fois, c'est un conte interdit tiré de Sleepy Hollow. Un livre qui a fait beaucoup de bruit sur TikTok, c'est If We Were Villains de M.L. Rio. Dans ce roman, on suit Oliver Marks qui vient de purger une peine de 10 ans de prison, qui vient de ressortir et qui est approché par le commandant qui l'y a mis en premier lieu et qui essaie de savoir ce qu'il s'est réellement passé le soir du meurtre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Oliver était en prison pour le meurtre de son meilleur ami qu'il clame ne pas avoir commis. Et justement, ce commandant l'a accusé, mais il n'est pas du tout sûr et il veut savoir ce qui s'est réellement passé puisqu'il n'a jamais eu les réponses à ces questions. Puisque Oliver clairement être innocent, il n'a jamais eu vraiment le fin mot de l'histoire. On nous dit que 10 ans plus tôt, Oliver fait partie d'une troupe de théâtre avec son meilleur ami. Et il se rend très vite compte qu'en fait, dans cette troupe de théâtre, tous les rôles qui sont joués sur scène sont en réalité représentatifs de la vraie vie. C'est-à-dire que la femme frivole l'est en réalité dans la vraie vie, le psychopathe l'est en réalité dans la vraie vie, etc. etc. Bon, il n'y a pas vraiment de psychopathe, c'est pour l'exemple. Sauf qu'à un moment, les rôles vont s'inverser et que son meilleur ami va être tué. Et donc, chaque membre de la troupe va tout faire pour convaincre les autorités que ce n'est pas lui qui l'a tué. Bon, apparemment, ça n'a pas très bien marché pour Oliver, mais du coup, qui c'est qui l'a réellement tué, son meilleur ami? Ensuite, on va rester dans la fantasy avec Sing Me Forgotten de Jessica S. Olsen aux éditions Big Bang. Dans ce roman, on suit Hilda, ou Isda, je ne sais plus, qui est une jeune fille qui n'existe pas dans le monde réel. C'est-à-dire qu'en fait, elle est gardée, cachée dans un opéra, recueillie par le monsieur qui tient cet opéra, parce qu'elle a un pouvoir qui est celui de maîtriser les souvenirs des gens, et donc c'est quelque chose qui est totalement interdit en fait, qui est très 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 mal vu. Donc pour sa survie, le maître de l'opéra va la garder cachée. En échange de ce service, il va lui demander de modifier quelque peu les souvenirs des gens qui viennent à l'opéra pour les rendre plus enthousiastes à la sortie, on va dire. Jusqu'au jour où Hilda va rencontrer un ténor, un certain ténor qui va lui faire miroiter le monde en fait. Elle va potentiellement trouver une solution pour sortir en l'utilisant lui. Sauf qu'elle va se rendre compte que si elle veut vraiment sortir, elle va pas avoir d'autre choix que de devenir le monstre que tout le monde a peur qu'elle devienne. Ensuite, je vous l'ai pas mis dans les suites parce que c'est... alors certes, c'est une suite de sagas, mais de sagas de thriller. Et on sait que ces sagas-là, en général, tu peux les lire indépendamment, un peu comme tu veux. Mais d'après le résumé, il y a quand même quelques rappels au tome précédent, donc... je pense pas que ça empêche la lecture, mais potentiellement il y a des petites subtilités que vous n'aurez pas, ou des petites références que vous n'aurez pas. Je parle du dernier roman de Donato Caressi, La Maison Lumière. Dans ce roman, en fait, au fin fond de la Toscane, dans une vieille bâtisse, il y a une petite fille qui a des mots très étranges. C'est-à-dire qu'au cours de transe, elle est habitée par un ami imaginaire qui va lui donner des ordres et elle va lui obéir. Assez bizarre, vous me direz, mais c'est ce que sa fille au père décrit à notre héros, Pietro Gerber, qui est donc hypnotiseur pour enfants, mais qui hésite à prendre cette affaire parce qu'il est encore traumatisé par la précédente. Je ne sais pas à quel tome c'était, mais voilà pour la référence. Mais en fait, au cours de séances avec cet enfant, il va se rendre compte qu'elle fait référence à un crime qui s'est passé, à une disparition qu'elle n'a pas, elle, vécue, mais que lui a vécu dans son enfance. Donc comment est-ce qu'elle peut avoir des détails aussi précis sur quelque chose qu'elle n'a pas vécu, et en plus potentiellement elle n'était pas née à cette époque-là. Donc chose étrange qui va pousser notre héros à prendre l'affaire en main.
Ensuite, encore un auteur que j'adore et je pouvais pas laisser passer sa sortie sans vous en parler, c'est le dernier de Harlan Coben sur Tetras. Le résumé commence par nous dire qu'il y a 5 ans, David avait un enfant. Qu'aujourd'hui, il est en prison condamné pour le meurtre de cet enfant, donc il est condamné à perpétuité. Et on nous dit qu'en fait, durant une nuit, la nuit où ça s'est passé il y a 5 ans, David s'est levé en plein milieu de la nuit et a trouvé son enfant Matthew mort, battu à mort, dans son lit. Ayant un passé d'alcoolique, il a été désigné comme coupable, surtout que sa voisine n'a pas aidé en témoignant contre lui, en disant qu'elle l'avait vu enterrer une patte de baseball. Donc la police a conclu un délire psychotique de l'homme, potentiellement sous l'emprise d'alcool ou pas, et il a été condamné. Aujourd'hui, David est en prison et il ressasse sans cesse cette nuit-là où il aurait potentiellement tué son enfant, mais dont il n'a absolument aucun souvenir. Il ressasse et un jour tout va changer puisque son ex-belle-sœur va reprendre contact avec lui et venir le voir en prison. Et elle va apporter avec lui quelque chose qui va tout changer. Elle va apporter une photo d'un ami avec un petit garçon qui ressemble trait pour trait, à son fils. Donc il est encore vivant. Et le résumé se termine en disant pour le sauver, David n'a plus qu'un seul choix, s'évader. Ensuite, qui dit octobre dit bientôt Noël, bon, dans 2 mois, mais il y a quand même déjà les romans de Noël qui sortent. Et une autrice que j'avais beaucoup aimée les années précédentes, c'est Karen Pond qui sort son nouveau livre de Noël, Noël en péril à Santa les 2 sapins. Dans ce roman, on est à Santa les 2 sapins où qui est un peu en panique parce qu'en fait l'usine qui fabrique les boîtes à musique va être vendue. Voilà. Et un riche promoteur, industriel, va essayer de la racheter, sauf que il voudrait en faire une usine de plats tout fait, préparés, de Noël. Autant vous dire que c'est un comble pour ce village qui ne l'entend pas du tout de cette oreille, et donc on va suivre un rassemblement de personnes qui vont tout faire pour que ça n'arrive pas en fait, et ils vont essayer de rassembler l'argent pour racheter eux-mêmes cette usine de boîtes à musique. Et apparemment ça promet des fous rires. Ensuite, les éditions Monsieur Toussaint Louverture vont publier encore un roman de Michael McDowell, Les Aiguilles d'Or, qui sortira un peu dans le même style que Blackwater. Cette fois, ce n'est pas du fantastique puisqu'on est à New York à la fin du 19e siècle où la ville est divisée en deux. D'un côté, il y a l'opulence, le faste, tout va bien, vraiment les riches quoi. Et de l'autre côté, il y a tous les autres. Donc, où ça craint vraiment, vous n'avez pas envie d'y aller, le crime est roi là-bas. Et on va suivre une famille, les Stallworth, qui vont décider de s'installer à la frontière entre ces deux parties. Un endroit qu'on appelle le Triangle Noir, et qui vont devenir, célèbres dans la ville parce qu'ils vont chercher à nettoyer New York de ces crimes. Et pour ça, cette famille, les Stallworth, est composée d'un juge, d'un avocat et d'un pasteur. Donc ils ont vraiment tout pour, à eux trois, libérer, la ville. Et ils vont cibler une famille, les Shanks, qui apparemment est à la tête du crime de tout New York. Ensuite, on repasse dans du thriller, je pense, avec Le Confessionnal de Cécilia Armand. Il y a une romance qui est MM. Ce n'est pas forcément quelque chose que je lis d'habitude, mais pourquoi pas essayer, surtout que j'ai le reste du résumé m'attire pas mal. C'est l'histoire d'une histoire d'amour entre un prêtre, qui est un modèle de vertu en apparence, et un jeune inspecteur qui a pour but d'arrêter un tueur vraiment horrible qui sévit. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le tueur qu'il cherche à tout prix à coffrer, en fait, c'est son amant. Puisque ce prêtre a beau être en apparence un modèle de vertu, en fait la nuit il ne se gêne pas pour punir les pécheurs en les tuant, clairement. Donc autant vous dire que la relation a beau être enflammée, être torride, l'un et l'autre se vouent à un culte en fait, mais c'est un peu le jeu du chat et de la souris.
Surtout que le prêtre va devoir faire très très attention puisqu'il y a un imitateur qui commence à sévir et qu'il ne sait absolument pas qui c'est. Ensuite on reste dans le thriller avec Reykjavik de Ragnar Jonasson, je crois que c'est ça, et une autre autrice, je m'amuserai même pas à dire le nom, de peur de l'écorcher. C'est un thriller scandinave. On aurait pu s'y attendre avec le titre. Puisque l'histoire se passe sur une île au large de Reykjavik. En 1956, une jeune fille disparaît sans laisser de traces. Ça a marqué tous les Islandais. Et tout le monde se demande ce qu'il s'est réellement passé. 30 ans plus tard, l'Islande n'est plus aussi isolée que ça. Il y a une confédération américaine qui va venir sur l'île pour un grand sommet qui va donc réunir les USA et entre autres l'Union soviétique. Donc un gros truc quoi. Mais 30 ans plus tard, personne n'a oublié cette affaire en fait. Et une journaliste va décider de faire remonter ça à la surface en racontant cette affaire et en cherchant à peut-être la résoudre, et ce qui va ramener des choses assez choquantes pour tout le monde. Ensuite on repart sur le thème de Noël. On repart sur le thème de Noël avec Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict. L'année dernière, elle avait publié Petit meurtre à Endgame que j'avais adoré. Et donc on reste un peu dans le même système puisque là en fait l'histoire se passe dans un train où il y a 18 passagers qui vont pour fêter Noël, sauf que leur plan va être légèrement modifié quand le train va dérailler. Donc autant vous dire que ils ne vont pas pouvoir aller à leur destination et un tueur décide de tuer les personnes qui sont bloquées dans ce train. Donc autant vous dire que la liste des suspects est très réduite puisque personne ne peut partir, personne ne peut arriver. Et dans ces passagers, il y a une enquêtrice ou une policière, je ne sais plus, qui va devoir comprendre qui est le tueur et l'arrêter avant qu'il ne tue trop de monde. Ensuite, on repart dans de la fantasy avec Le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner. Ce roman est l'histoire de la célèbre spirit Vaudeline qui est connue pour rentrer en contact avec les esprits des victimes de meurtre pour essayer de soutirer des informations pour savoir qui les a tués. Autant vous dire que c'est une compétence qui est particulièrement appréciée par les enquêteurs. Donc disons que ses talents sont très très recherchés. Vaudeline est invitée en Angleterre pour résoudre un meurtre très 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 médiatisé. Et pour cette occasion, on a Lena qui va l'accompagner en tant que doublure, sachant que elle, son objectif c'est de savoir ce qui s'est passé pour le meurtre de sa sœur à elle, sachant qu'elle ne croit absolument pas aux sciences de l'occulte. Donc elle va devoir un peu surmonter ses préjugés pour essayer de savoir un peu ce qui s'est passé et tirer des réponses à Vaudeline. Mais quand elles vont arriver et qu'elles vont du coup intégrer, je crois que c'est le cercle des sciences occultes, elles vont se rendre compte que potentiellement elles ne sont peut-être pas là pour enquêter sur un crime comme elles le croyaient, mais plutôt au cœur d'un autre qui va être commis avec leur aide en fait. Un livre que je finirai forcément par lire, c'est le dernier livre de J.R. Dos Santos, donc Spinoza, l'âme de Dieu, qui raconte justement l'histoire de Spinoza qui assiste à l'excommunication d'un juif portugais, je crois. Portugais, qui proclame haut et fort que les textes de la Bible sont faux, qu'ils ont tort. Donc autant vous dire que ça ne plaît pas à l'Église et donc il va se faire excommunier. Mais Spinoza, ayant assisté à la scène, il va se demander si cela n'est pas vrai. Il va se mettre en tête de démontrer que potentiellement ces textes ont tort, ce qui ne va pas plaire à la communauté chrétienne, autant vous dire, qui vont le traiter d'hérésie et qui vont le persécuter. Donc, vous l'aurez compris, c'est un roman qui raconte l'histoire de Spinoza, de ce scientifique, et donc qui peut être très très intéressant. Ensuite, je vais pas m'amuser à vous faire le résumé parce que déjà je ne connais pas les personnages et que j'ai le tome 1 donc je ne vais pas me spoiler dans ma pile à lire. Et qu'en général, si on veut acheter ce livre, c'est parce qu'on a lu les précédents et qu'on aime l'ambiance et les personnages plus que pour vraiment l'enquête en question, puisque c'est le tome 9, si je ne me trompe pas, des enquêtes d'Anna Swensen, écrit par Joanne Fluke,
Fluke, je crois. Et le titre c'est Meurtre et Carrot Cake. Et enfin, le dernier livre de ma sélection, c'est Trône trahi de Nesrine Amari. C'est de la fantaisie clairement, puisqu'on suit une princesse, Phoebe Alcyon, qui est donc la dernière espoir de son royaume, qui crie famine à la suite du régicide qui a eu lieu, puisque un certain Emrys a pris le pouvoir en tuant le précédent roi. Et cette princesse en question n'est pas la fille de ce Emrys qui est au pouvoir actuellement, mais du précédent roi. Et elle s'est donnée pour but d'assouvir la vengeance du peuple en tuant ce Emrys, en infiltrant sa cour et en se rapprochant de lui pour utiliser son pouvoir qui est le baiser mortel. Problème, ce Emrys se méfie de tous ceux qui peuvent l'approcher forcément. Quand on est roi, en général on se méfie. Et autre problème, une cour, disons que c'est comme un échiquier. Si tu veux avancer, il faut savoir comment jouer. Voilà pour ma sélection des sorties du mois d'octobre. J'espère qu'elle est assez complète. Je pense n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres qui vous font le plus envie. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me soutient quand même pas mal. À liker cette vidéo, à partager, vous connaissez la chanson. Et moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.